Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. On a appris quelque chose d'assez passionnant, là, et assez incroyable. Imaginez le centre, le 6 là, de la Montérégie-Ouest. Va devoir fermer toute unité de soins à l'hôpital Anne-à-la-Berge ou au Suroît en raison de la fin du placement de la main-d'œuvre indépendante. Tu sais, les infirmières d'agence là, qui pourront plus venir servir, ben, ils pourront plus être là, fait qu'il va falloir fermer des lits, fermer toute une unité de soins parce qu'on a plafonné notamment les tarifs. Qu'est-ce que ça va faire en sorte? C'est que les ambulances qui allaient à Anne-à-la-Berge, qui allaient au Suroît, ben, vont devoir être redispatchées dans les autres hôpitaux, que ce soit de la Rive-Sud ou même de Montréal. Ça va créer une découvrabilité de la région de la Montérégie, mais en plus une pression supplémentaire sur les hôpitaux de Montréal. Tout ça pendant une période où il y a une pénurie de main-d'œuvre et les vacances estivales arrivent. Un capharnaüm. On en parle avec André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Bonjour, M. Fortin. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la conséquence de la fin de ces agences-là, les agences de placement privées, qui font en sorte que des unités de soins dans des hôpitaux très achalandés doivent fermer? Bien, d'abord, sur la question de la fin des agences privées, ou du moins de certains corps de métier dans les agences privées, nous, on a toujours vu ça d'un bon œil, à l'instar de tous les partis ici à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi sur lequel tout le monde a travaillé parce qu'on est d'accord que les agences, elles ont abusé du système pendant assez longtemps. Ceci étant dit, le ministre de la Santé, le gouvernement du Québec a une responsabilité de mesurer l'impact de ces mesures-là, c'est-à-dire avant de les mettre en vigueur, avant d'arriver avec une date butoir, comme celle qui est en cours en ce moment, celle qu'on voit en ce moment, il se doit de mesurer et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire sur le réseau de la santé de la Côte-Nord, le réseau de la santé de l'Abitibi, le réseau de la santé de la Montérégie, le réseau de la santé à des endroits où il utilise énormément de main-d'œuvre indépendante et de toute évidence, parce que les soins ne sont plus donnés à la population, on se rend compte que le ministre n'a jamais fait ce travail. C'est assez particulier parce que j'ai mis la main sur les nouveaux corridors là, de déplacement et ça, il faut expliquer aux familles lorsqu'on prend quelqu'un là, dans une ambulance que quelqu'un qui habite, par exemple, la Prairie, il va devoir, plutôt qu'aller à Anne-à-la-Berge, il va devoir aller à Pierre-Boucher. Puis quelqu'un qui habite Candiac, ben lui, il va aller à Charlemagne. C'est assez fou quand on sait qu'il y a Anne-à-la-Berge pas loin, de savoir que des personnes vont devoir être déplacées encore plus loin de chez eux, parfois même venir sur l'île de Montréal, parce qu'on a voulu se sevrer d'une drogue dure que l'on a introduite dans le système de santé sans méthadone. Mais c'est exactement ça. Et là, on parle d'ambulance. Dans ce cas-ci, ce que vous avez identifié à Cube Radio, c'est des cas où des ambulances vont devoir se diriger vers d'autres hôpitaux. Les ambulances au Québec aujourd'hui, elles sont utilisées de façon très majoritaire pour des cas qui sont très, très, très urgents. Si vous appelez le 911 et que votre situation, de toute évidence, c'est pas une urgence, soit vous allez attendre très, très longtemps, ou encore on va vous dire, est-ce que c'est possible pour vous de trouver d'autres moyens de vous rendre à un rendez-vous médical, à une clinique ou à l'hôpital. Donc, les gens qui ont besoin d'ambulance au Québec, là, ils ont besoin de se rendre à l'hôpital de façon très rapide. Et là, vous citez des exemples de, par exemple, quelqu'un qui part de Châteauguay qui va devoir se rendre à Pierre-Boucher ou à Charlemagne. Mais il y a des circonstances, si j'ai bien compris les données que vous avez, où certaines personnes vont devoir se rendre au Lakeshore. Et oui, vous le savez comme moi, là, le pont de l'île aux Tourtes en ce moment, il n'y a rien de plus simple que se rendre à l'hôpital. Il n'y a rien de simple pour se rendre à l'hôpital du Lakeshore. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de voie réservée pour des ambulances. Donc, il y a des gens qui nécessairement vont attendre plus longtemps avant de se rendre à l'hôpital. Et ça, j'espère qu'on a mesuré le risque avant de mettre de l'avant une mesure comme celle-là. Mais là, on a l'impression, tu sais, lorsqu'on ferme une unité, là, il faut créer des endroits de débordement. Là, ça va déborder quelque part. Est-ce que ces autres établissements, que je pense à Barrie Memorial, au Lakeshore, parce que là, tu sais, par exemple, le monde qui habite dans le coin des Cèdres, Pointe-des-Cascades, ben eux, ils allaient avant à l'hôpital du Suroît. Maintenant, ils vont devoir aller au Lakeshore. Est-ce que c'est... vous savez si on a parlé avec ces unités d'urgence-là, notamment pour qu'ils puissent développer des capacités supplémentaires de recevoir ces ambulances-là qui vont venir de la Montérégie? Bien, je vous le dis tout de suite, l'hôpital du Barrie, l'hôpital Barrie Memorial, c'est un des hôpitaux où la salle d'urgence, régulièrement, elle est dans le palmarès de celle des plus occupées au Québec. Alors, si vous me demandez comme ça, est-ce qu'ils sont capables d'absorber du volume supplémentaire?
ça va être avec une très, très, très grande difficulté. Le Lakeshore, on connaît, vous connaissez, ça a été extrêmement médiatisé. Tous les enjeux autour de l'hôpital Lakeshore aussi et des difficultés qu'ils vivent à l'urgence depuis longtemps. Alors, je ne suis pas certain qu'ils vont être particulièrement heureux de se retrouver avec des patients supplémentaires parce qu'on a mal prévu nos affaires au gouvernement. C'est là où le gouvernement a une responsabilité, c'est de dire, OK, je propose une mesure forte, une mesure que tout le monde est d'accord avec, mais il faut que je comprenne qu'est-ce que ça va faire à mon réseau de la santé. Et ça n'a pas été fait. Il y a une mesure similaire qui s'en vient dans le projet de loi 15, là, c'est-à-dire que le personnel des hôpitaux va pouvoir se déplacer d'une région à l'autre sans perdre son ancienneté. J'espère que pour ça, au minimum, on a fait un exercice pour mesurer exactement ce que ça va avoir comme impact, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont partagé, bien, faites attention, là, les hôpitaux de Montréal risquent de se vider au profit des hôpitaux de banlieue où la plupart du personnel médical ou du personnel en soins hospitaliers habite déjà. Alors, c'est le genre d'exercice que le ministre de la Santé fait toujours à moitié. Il présente une idée, il n'en mesure pas les conséquences, puis là, à la dernière minute, il arrive avec un plan pour pallier les choses, sauf que le patient, lui, se retrouve au cœur de tout ça. On dirait que c'est pas vrai qu'on a mis son intérêt à lui avant celui de la réforme gouvernementale. Là, on parle beaucoup de la Rive-Sud, là, parce que c'est les données qu'on a, celui de la Montérégie-Ouest, mais cette réalité-là, elle est à la grandeur du Québec, là. Faut pas croire que ça se passe juste en Montérégie-Ouest. Lorsque je vois que, par exemple, le monde qui habite Saint-Philippe, eux, ils allaient d'habitude à l'hôpital Anna-Laberge lorsqu'il y avait un problème. Ben, plus aujourd'hui. Dès aujourd'hui, le monde qui monte dans une ambulance de Saint-Philippe, ils vont aller à Charlemagne, monte de la Prairie à Pierre-Boucher, et le monde de Candiac à Charlemagne. C'est quoi la logique? Comment on calcule ça? Comment on réfléchit ça? Parce que je vois aussi que le monde de Delson et Sainte-Catherine vont se retrouver à la Chine puis à la Salle. Traverser un pont, là, ça veut dire avoir une ambulance hors territoire, créer une découvrabilité. C'est quoi? Est-ce qu'on est en train de déshabiller Paul pour habiller Jean? Bien, j'espère que le gouvernement a mesuré c'est quoi les temps de réponse supplémentaires, c'est quoi les temps de déplacement supplémentaires, mais à première vue, ça a l'air particulièrement problématique. Puis là, j'entends déjà les gens de la Côte-Nord qui disent « Hey, nous autres, il faut qu'on aille jusqu'à Québec, il faut qu'on emmène nos enfants jusqu'à Québec parce que le gouvernement n'a pas prévu ses affaires comme du monde, parce que les équipes volantes sont toujours pas disponibles, parce qu'à la dernière seconde, après que la crise a explosé dans les médias, là, on s'est rendu compte « Ah oui, il faudrait qu'on mette en place des équipes volantes. » Là, ils se disent probablement « Hey, un petit pont à Montréal, c'est pas grand-chose. » Mais il demeure que pour un temps de réponse qui est extrêmement urgent, quand on a une ambulance, chaque minute compte, ça va avoir un impact sur le temps de réponse. Et ça, je ne pense pas qu'on peut se permettre d'allonger le temps de réponse pour toute une région comme la Montérégie où il y a tellement de patients. Avant de vous laisser, M. Fortin, la question qui est la plus importante qui me vient à l'esprit quand on parle de santé, c'est j'ai l'impression qu'on a ouvert beaucoup de boîtes de Pandore, de structures, de négociations. Tu sais, j'ai l'impression c'est un peu comme mon chum quand il va faire le ménage. Il ouvre, je lui dis toujours, t'ouvres bien des chantiers, t'en fermes aucun, puis tu vas te coucher. J'ai l'impression, tu sais, la convention collective est pas signée avec la FIC. On est en négociation avec la FMOQ. Santé Québec, c'est pas tout à fait encore, ça fonctionne pas encore tout à fait. Les agences, on veut s'en défaire, mais on n'est pas capable tout d'un coup de s'en défaire. Quel chantier avance correctement? J'ai l'impression que c'est un peu comme les chantiers de Montréal. On met des cônes oranges, mais il y a personne dedans. Bien, sans juger de la capacité de votre conjoint à faire le ménage correctement, là, je pense qu'il y a quand même... Vous pouvez en juger, je vous donne l'autorisation. Il y a quand même quelque chose dans votre propos qui est particulièrement alarmant. Pour nous, c'est normal de vouloir faire des changements dans le réseau de la santé, c'est normal de vouloir faire des réformes. Et là, le ministre de la Santé s'est lancé dans plusieurs réformes. Hein, la fin des agences, là, il se lance dans une négociation sur le guichet d'accès en première ligne. Mais à chaque fois, on dirait qu'on dit on va avancer, on va faire une réforme, mais on ne mesurera pas ce que ça veut dire pour le patient. Et ça, c'est incroyable. Là, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont incapables d'avoir un rendez-vous avec un médecin de famille. Je pense qu'on a perdu Monsieur Fortin. C'est pas plus grave que ça, mais honnêtement, là, c'est assez fou quand on y pense, là, parce qu'on va pas avoir d'infirmières. Imaginez, le fait de ne pas avoir assez de personnel dans les hôpitaux, là, ça n'a pas juste comme impact que ça demande une réorganisation de l'hôpital, des étages, là. Ça demande que les ambulanciers, les paramédics qui sont sur le terrain, ils doivent se réorganiser pour contrôler finalement le flux des patients qui arrivent à l'hôpital par ambulance et ils doivent donc faire du chemin. Là, je le sais, il y a beaucoup d'hôpitaux dans la Montérégie, mais imaginez, on n'est pas capable
de s'assurer que les hôpitaux de la Montérégie puissent répondre aux besoins de la Montérégie, étant donné qu'il faut qu'on ferme des lits en Montérégie. Donc, il va falloir en envoyer à La Salle, à Verdun, à la Chine. Mais ces paramédics-là, quand ils sont sur le pont, là, que ce soit Mercier, que ce soit Pont-Champlain, ben ils sont pas en train de prendre en charge des patients. On a de retour Monsieur Fortin. C'est ça, est-ce qu'on va finir par fermer un chantier puis dire, bon, check, on a été capable de faire avancer la santé au Québec? Bien, il est là l'enjeu, c'est que M. Dubé, là, il choisit de faire beaucoup de réformes tout à la fois, puis ça, c'est légitime. Il a le droit, en fait, il a même la responsabilité de mettre de l'avant des réformes pour changer le réseau de la santé parce qu'il ne fonctionne pas très bien en ce moment. Cependant, il doit toujours garder l'intérêt du patient d'abord et avant tout. Pour le GAP, par exemple, la négociation qui est en train de se faire avec les médecins, pourquoi on n'a pas dit, bon, ben, reconduisons l'entente, le temps de faire cette négociation-là, pour pas que le patient soit justement pris en otage, parce qu'aujourd'hui, il se sent comme ça, le patient. Lui, n'a pas les services qu'il a besoin, pas capable de prendre un rendez-vous avec un médecin, parce que le gouvernement s'est lancé dans une réforme sans dire, bon, ben, on va s'assurer de protéger le patient. C'est la même chose pour les agences. Il s'est lancé dans une réforme d'agence, il a mis une date butoir et il n'a pas dit, bon, ben, mettons les équipes volantes en place avant d'en arriver avec notre date butoir pour pas que le patient de la Côte-Nord soit obligé de se diriger vers Québec ou celui de la Montérégie soit obligé de se diriger vers Montréal. On dirait qu'à chaque fois, il se lance dans des réformes sans tenir compte de ce que ça veut dire pour le patient. Puis ça, c'est pas acceptable. Mais ça change rien au fait que la réforme, elle est quand même nécessaire. Là, il va falloir rajouter une belle petite dose d'anxiété dans le réseau de la santé parce qu'on semble ne pas en avoir assez déjà. Il y a les vacances estivales qui vont arriver dans les prochaines semaines. C'est toujours un moment où tout le monde se déchire, tout le monde veut partir en vacances, puis les professionnels de la santé ont bien raison de le faire. Mais on l'a vu en Abitibi notamment, on l'a vu en Côte-Nord où des femmes, par exemple, enceintes, là, puis elles choisissent pas quand est-ce qu'elles perdent les os ou que les contractions commencent, doivent faire des centaines de kilomètres pour aller accoucher. Est-ce que vous savez quel est le plan estival du gouvernement du Québec pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service dans nos hôpitaux un peu partout? La réalité, c'est qu'il n'y en a pas de plan. Le ministre de la Santé, là, il nous dit, je vais arriver avec des équipes volantes, sauf que là, ces équipes-là sont toujours pas formées, sont toujours pas sur le terrain et le patient en subit déjà l'impact. Moi, il y a une chose que j'accepterai pas du ministre de la Santé parce que vous avez raison, ça va prendre une dose d'anxiété de la part du ministre de la Santé par rapport à ce qui se passe. Moi, j'accepte pas qu'on va nous dire, qu'on va dire à des médecins qui sortent sur la place publique qu'on est en train de faire peur à la population. Une population, par exemple, dans ma région en Outaouais, en Abitibi, où une femme qui est enceinte et avait d'accoucher sur la Côte-Nord, là, ils sont déjà anxieux, ces gens-là. Ils voient déjà qu'il y a des ratés monstres qui s'en viennent au cours de la période estivale. Ils savent déjà qu'ils n'auront pas les services nécessaires et ils se tournent vers le ministre de la Santé, pas pour qu'il nous dise « arrêtez de faire peur au monde », mais pour qu'il donne des services à la population. Sa responsabilité à lui, c'est d'offrir des services à la population. C'est pas la responsabilité de personne d'autre. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi inclus, les médecins inclus, qui sortent sur la place publique, qu'on va continuer à pousser le ministre de la Santé dans ce sens-là. On en a de la job, on en a vraiment de la job et j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout du chemin, on voit pas la lumière au bout du tunnel. André Fortin, député de Pontiac et critique de l'opposition officielle en matière de santé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et meilleure des chances pour obtenir des services rapidement pour votre enfant. Merci. Bonne journée. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube.